bonjour tout le monde, vous êtes dans le ZCL News de ce vendredi 27 novembre 2020. Effectivement, on commence avec un peu de retard, les aléas de la route. Donc, comme chaque jour dans le ZCL, ce sera ponctué d'invités, de chroniqueurs et bien entendu de nouvelles, d'actualités. Donc, les invités du jour pour ce vendredi 27, bien entendu, notre chronique de l'eau en toute sauce avec Ismar Roguena et Jacques Davila. En deuxième partie, nous aurons effectivement Madame Mathilde Sinésius, responsable du travail de la CAF Guadeloupe. Nous allons revenir sur la Joula, c'est en nous, 10 ans après, au plus près de vous, avec la CAF, sur la thématique de violence conjugale et intrafamiliale. Dominique Vénéré, chronique Afro-Musique, nous parlera de Ray Charles. En troisième partie, on va retrouver Katharina Jacobson pour la chronique sur les traces d'Anna Kaona, avec Karine Fleming, son invitée, qui est la porte-parole du collectif Ensemble pour honorer Jans. Et les titres de ce journal. Les titres de ce journal, bien entendu, on fera un point sur le Covid. On est en fin de semaine, suivi, bien entendu, de l'interview de l'UNSA SIAG suite à la réunion sur l'eau. Et bien sûr, vous savez, cette semaine, c'est le lancement de la banque alimentaire. Nous aurons un sujet sur ce point-là. Donc, on va commencer tout de suite. Il faut savoir que M. Davila sera au téléphone avec nous, malheureusement pas sur le plateau. Mais on va commencer tout de suite avec M. Roguena. Et la thématique de ce vendredi, nous allons revenir sur, bien entendu, le syndicat unique de l'eau. On sait qu'il y a eu un communiqué qui est sorti il n'y a pas très longtemps du ministère de l'Outre-mer, et il y a une réunion en visio avec des présidents, on va le nommer ceux qui sont les plus souvent sur l'actualité de l'eau, qui veut dire la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et avec nous, on va essayer d'expliquer et comprendre ce qui se passe en ce moment. Ah oui, bonjour tout le monde. Et encore pour ça, très important de comprendre ce qui a passé, parce que communiqué à 6 novembre, le connu ministre des Outre-mer, il a dit que deux buts importants. Il a dit qu'il a dissoudre le SIAG, il a reporté dissolution au 1er janvier 2021, et il a créé par la loi un syndicat unique de l'eau. Vous comprenez? Et encore parce que ça déclenche une série d'invités. C'est la loi. Parce que vous savez, gestion à l'eau est très encadrée par l'Europe, etc. Et la loi Notre en 2015, il baille compétence là aux communautés aglo. On ne peut pas forcer faire sans rien, sans une loi dérogatoire à la loi Notre. Vous comprenez? Donc, à partir du moment que ça fait, encore parce que le monde commence à bouger. Et donc, Harry Charles convoqué en CTAP, c'est-à-dire une conférence territoriale de la santé publique, pour examiner, et puis président du conseil général, président du conseil régional qui s'est limé, et puis les 5 comités d'agglo, et situation là, pour prendre décision pour mettre en place syndicat mix ouvert là. Le problème là, qui n'est là, ça, bon, moi, en rapporté ça en lit, Jalton a dit, là, il recevoir et convocation là, il a dit que mais ils ont comme une convocation au dernier moment. Il dit recevoir bien la veille au soir. Donc il ne peut pas et étudier. Pour le lendemain. Ensuite, il grave, il a dit ça, il faut vérifier. C'est qu'il a dit qu'il n'a pas associé à travers ces travaux préparatoires. Ils font bien, on va préparer les techniciens ces travaux-là. Quand excellence pâté et associé. Ça ne va pas qu'il n'y ait aucune raison, parce que certainement aussi, c'est que s'il pas c'est qu'il y a un problème. Bon, il n'est pas associé. Et ça veut dire que ça va poser un problème réel. Donc, et un vrai papier là, un vrai conférence là, résultat de conférence là, et bon signé, quand dit, oh, quoi presque excellence par là, signé les 4 autres, et comme dit, Sud-Bastère, et bon, et Nord-Bastère, la Carle, et aussi, machin, est-ce que Marie-Galante, nous croyons bien que vous dites, ça, Marie-Galante pas. Oui, parce qu'elles sont en communauté de communes. Il n'y a pas même machine que les comités d'agglo. Mais nous, dans les associations d'égalité, nous voulons profiter pour l'ensemble de la Guadeloupe, qui est les 7 qui Marie-Galante. Mais ça, que Jalton a posé des problèmes intéressants. Il faut nous mettre ça. Jalton a dit comme ça, avant même, il a été déplevin, il a écrit en lettre baillot, et il dit qu'il souhaitait quand même que nous fassions ces mots-là, mais il faut bailler des garanties. Par exemple, il a dit, il n'a pas été vlé, peut-être, vous savez, s'il faut nous mettre ça et penser, parce qu'il y a une élection qui vient, des bulletins électoralistes qui viennent, mais il a dit, pas de licenciement. Donc, on va dans un petit pays, comme la Guadeloupe,
ça sont bien qui légitime. À part qu'on peut prendre tous ces mondes là dans là, mais il faut peut-être reclasser, il faut faire un effort de reclassement, et ça peut être possible. Deuxième bitin, il a dit, et ça, d'accord, les pays, on pris à de l'eau là qui est abordable. C'est-à-dire que c'est à pas lui qui a dit ça, seulement c'est l'ONU qui a dit ça. Il faut prier à de l'eau potable qui arrive dans là, son prix abordable pour faire à n'importe qui monde. Et souvent on peut pas dire quoi mettons un prix pour les malheureux non, c'est un prix unique. Un prix unique et puis là ça faut y abordable. Donc et pourquoi faut y abordable? Et c'est ça qui n'y a en Guadeloupe, c'est que nous on n'a pas cité si prix d'eau revient à mètre cube d'eau là. Ou quoi fixer un prix? Bon, mais en fait, par contre, donc il a dit prix là abordable, tout à fait d'accord avec ça. Il faut faire attention à qui et pour savoir si prix là abordable, ça fonctionne de qui dépense qu'il y a au nid. Ça sont bien important, nous d'accord avec ça, association. Et puis il a dit qu'il faut structurer la viable économique. Évidemment, si on peut mettre on structure pour gérer de l'eau en Guadeloupe, pour moi, il est viable depuis qu'il a recevoir l'argent à ces factures-là. Problème là, pour recevoir l'argent à facture-là, il faut qu'on ait de l'eau. Comme on peut dire à chaque fois, il faut un service public qui rendu. Il faut une bonne de l'eau. Mais là, nous arrivons dans le ça, c'est parce qu'ils ont détourné en grande partie l'argent là que nous avons payé là. Donc, nous avons une sorte de, comme nous avons cherché de l'eau en panier réellement en réalité, mais nous avons un service vicieux. C'est-à-dire que comme nous là, panier de l'eau, il ne peut pas payer de l'eau. C'est ça la législation de l'eau. Oui. Et si on ne peut pas brûler de l'eau là, il faut au moins rembourser les dépenses qu'il a fait de l'eau. C'est là nous y. Et donc, nous avons dans cette situation là. Mais il a dit qu'il faut structurer la viable. Et pourquoi? Là, nous sommes d'accord bien encore. Parce qu'il a dit bon, ça, il ne faut pas transférer dette fournisseur à le SIAG si nous faut habiter là ou écraser déjà, vous comprenez qu'il y a trop de dettes. J'ai reparti avant handicap. Alors oui, mais pourquoi faut pas faire ça? Parce que vous savez, ils font une procédure pour le SIAG qui est un peu bizarre. Après une procédure commerciale normale, ils font une dissolution. Ils n'ont pas fait ça en liquidation. C'était le tribunal de commerce qui exagéré, peut-être des temps de redressement, etc. Ils ont décidé de faire une dissolution. Mais qui m'a décidé ça? C'est l'État qui décide ça, tout seul. Mais qui prend responsabilité aussi, est-ce que vous comprenez? C'est vous qui avez décidé de liquider de dissoudre ou pas faire une liquidation. Parce que si vous faites une liquidation, automatiquement, il y a garder, il y a placer au travail là, qui ont indemnisé les fournisseurs, et puis bien que le SIAGNI, qui ont remboursé, mais vous pouvez mettre les fournisseurs en suspension et vous pouvez faire rentrer dans de nouvelles structures là, parce que là, vous pouvez tuer et puis j'ai pas sorti. Donc, tout à fait d'accord avec ça, va d'être fournisseur, pas n'y a rien vrai nouvelle structure là. Et dernier point, il a dit, et c'est très important, c'est au moins participation à les partenaires sociaux, qu'on les travaillait et les représentants des associations d'usagers à dans structure là, pour au moins cette réflexion là. Moi, personnellement, en tant que responsable d'association à de l'eau, on n'a pas besoin de diriger pour qualité structure. Ça va intéresser moi. Mais, quand nous avons point de vue en nous, oui. Si ça vous fait là, qui j'en quoi fait, qui j'en, par exemple, nous, les associations, nous avons dit, nous voulons un syndicat unique, mais nous n'avons pas de délégation à service public. Nous n'avons pas de multinationale derrière, et il y a fouillé en Guadeloupe, c'est comme dire aux gens, font un cheval de Troie, un pays là. Est-ce que vous comprenez? Il y a là, qui est arrêté. Donc, ça nous a dit. Nous voulons que nous baillons nous. Oh, ils ont fait une rencontre avec Vélodrome là, ils là, interviennent. Et il y a volonté de consulter. Mais ça, il y a Vélodrome là, vous savez, ça, il fait nous, il fait place sur la ville, il a expliqué nous, ça, il a fait. À part ça, c'est pas ça la concertation. La concertation, bon, nous avons un projet de syndicat mixte ouvert à de l'eau qui prend une vue azote, qui conception azote, et nous avons confronté les machins, même si c'est en dernière analyse, c'est eux qui prennent décision là, mais ils ont qui tonnent. Mais il a fait projet là, il a expliqué nous. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que je parle d'idée là, il a juste expliqué les autres. Il a expliqué nous, mais nous pas de conception là, nous pas de là. Donc c'est ça, on veut dire. C'est pourquoi les observations que Jalton a fait là, très importantes. On veut dire, quel que soit ça qu'il a pensé, mais il faut tenir compte de ça, sinon il y a l'échec. Sinon, il y a l'échec. Parce que par contre, on n'a pas ni point de vue à ce travail-là, on n'a pas ni point de vue à les usagers, ou quoi faut bien tête. Or, c'est les usagers qui vivent réalité à l'eau là. On pense que c'est très important. Et si cette question-là, ça, il faut nous admettre qu'il y a une raison. Alors, il faut nous revenir quand même si communiquer. Est-ce que M. Jacques Davila au téléphone, nous n'y? D'accord. Donc, M. Davila, bonjour. Allô?
Oui. Bonjour Jacques, ça va? Oui, très bien. Alors justement, pour la problématique de ce syndicat unique de l'eau, on arrive bientôt à l'échéance. Il faut savoir que normalement au 1er janvier 2021, on devait effectivement avoir quelque chose de constructif. Alors justement, revenir sur cette réunion qu'a eu M. Lecornu, l'entretien qu'il a eu avec les élus de la Guadeloupe, notamment la Riviera du Relevant, où ils ont réussi à repousser justement cette dissolution du SIAG en janvier 2021. Alors qu'est-ce qui va se passer justement pour ce syndicat unique? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour ZCL, bonjour Canal 10. La rencontre en audiovisuel entre les représentants et le ministre des départements et territoires d'outre-mer confirme l'impéritie, la méconnaissance, la médiocrité de nos élus. Dans la mesure où, quand ils ont obtenu le recul au 31 décembre, ils se mettent en situation administrative et réglementaire d'avoir à supporter l'arrêt des comptes. Parce que quel est le problème techniquement? C'est un simple problème de gestion que le nouveau président du SIAG a très bien compris. Il s'agit, en attendant la date du 1er septembre, où il faudra mettre en place une structure unique et sa gouvernance. Mesdames, Messieurs, on fait une structure unique sur le doigt, sur le papier, une demi-heure dans un ordinateur. Par contre, il faut mettre en place sa gouvernance, les moyens administratifs, financiers et humains. En attendant, il faut créer une structure de transition et la date limite de la structure de transition est le 1er janvier à 0h. Donc il faut créer les conditions de la liquidation, qu'il y ait une liquidation, un arrêt des comptes par tribunal de commerce désignant un liquidateur, même quand l'État, sur décision du Conseil d'État après avis du Conseil des ministres, fait une dissolution, il faut un arrêté préfectoral confirmant le décret pour désigner le liquidateur ou le mandataire judiciaire chargé d'exercer la relation comptable et financière avec le comptable public. C'est la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc nous ne pouvons pas laisser des gens nous embarquer et pour la nième fois, avant-hier, mercredi soir, allez nous redire la même chose. Sachez, mesdames, messieurs, que ce n'est que hier que les signataires, M. Bardaï, pour ne pas le nommer, président de la CNGT, maire de Mont-Nalo, qui ne sait pas qu'il y a 250 personnes sans eau dans la section de Jabot-Saint-Cyr, ont signé un vœu pour participer à la structure unique, alors que la veille, il signait qu'il était déjà d'accord pour une structure unique fantôme, un espèce de serpent de mer. Ce qu'on a pu dire que les usagers sont d'accord, les usagers étaient d'accord pour certains en mai. Aujourd'hui, les données ont changé étant donné qu'il y a des butoirs. Les usagers ne sont pas d'accord parce que ça ne correspond pas. Le problème est que les usagers de Guadeloupe souhaitent participer à la préfiguration, c'est-à-dire à la conception de la structure unique, c'est-à-dire à la configuration, la mise en œuvre du statut et la mise en œuvre de la gouvernance avec participation au conseil d'administration, au conseil de surveillance et au contrôle de la gestion. Parce qu'il est impensable que nous ayons déjà payé, qu'on nous demande de repayer des passifs et que nous allons être les garants des emprunts qui vont être faits sur les investissements. Ce n'est pas possible. Et en plus, personne ne parle des sanctions administratives, pécuniaires et judiciaires des auteurs des malversations, irrégularités et dysfonctionnements. Aucun usager responsable, adulte, conséquent ne peut accepter cela. Alors justement, M. Oguenin va aussi répondre. Il était prévu justement avec Harry Chalus qui annonçait, parce que là, apparemment, on dit que c'est le temps d'expertise. Donc ça veut dire que il n'a pas tenu assez d'expertise pendant toute l'année de la Kayobayola. Et dans ce temps d'expertise, le gouvernement décide dans le plan relance de donner 10 millions. C'est ça? 10 millions. À partir de 400 millions, je ne pas aller au départ. On va bien comprendre. Non, ça, c'est pas un bidon là. Et puis 10 millions, à pas rien qu'on fait. Mais ça qui est important pour comprendre, parce que c'est ça très important, 10 millions là, moi, même pour nous seulement, c'est pour l'ensemble. Bon, mais enfin, ça qui est important pour nous comprendre dans cette situation là, ça, c'est qu'à pas premier schéma de SME qu'a fait. Okay. C'est depuis 2016, il y a dans des marches. Jodelin, tu as fait d'accord, Jacques. Ils ont pas pour nos bitins.
les usagers et les travailleurs ne savent du tout, incapables de dire, qui statut là qui dit, comment non, qui j'en conserver ça. Oh, là où j'ai échoué et dans l'échec courrier là, ça c'est un échec catastrophique, il faut comprendre ça. Gestion de l'angoisse, c'est un échec catastrophique. Ou quand même, ou pas qu'à rester dans les élus seulement. Ou quoi chez des gens qui, au quotidien, et puis les gens qui souffrent de l'eau, qui réfléchissent sur la question de l'eau, nous avons fait ça. Donc, pour dire, non, nous avons ça pour nous faire. Et tant que vous pas rentrer dans une concertation, et puis le représentant des usagers, et puis sur les travailleurs qui connaissent quand même que c'est eux qui travaillent en l'eau là, notamment dans la partie technique. Et bien, d'après moi, nous pouvons avancer. Donc, c'est pour en penser que, de toute manière, nous, les usagers, nous organisons dans l'association. Et si vous vrai, nous ne pouvons jamais accepter n'importe qui bitin. Et nous sommes en train d'organiser nous pour nous toute l'expertise, les conseils qu'il faut pour effectivement faire face. Mais nous avons dit, faites attention, ou ne pouvez pas à Guadeloupe en 2020-2021, ça qui est fait, ou quand nous, on syndicat, que nous réunions, que nous autres, peut-être quelques techniciens. Non, c'est inadmissible, ça ne va pas fonctionner comme ça encore. Et de toute manière, dans toute une série d'organismes qui il faut une présence à les associations, représentations, présence à les travailleurs. Encore c'est ça, puisqu'elles sont quand même entreprises, en termes d'entreprise qui est assez grand, même si on marché public, même si c'est un syndicat public, mais il y a quand même un lot de travailleurs, donc ils ont l'habitat dedans, donc ils payent en termes de comité d'entreprise, en conseil de bitin, là. Donc pour moi, en persuadé qu'il y a trompé à ces démarches-là, et réunion là, nous t'ai fait en vélodrome là, à partir pour ailleurs, nous t'ai fait. Nous dit des observations, nous disons, mais ça nous voulait. Et pour nous pas tenir compte, d'abord, il faut reprendre les contacts. Et là, nous avons dit concertation, après venir de réunion, sont un ensemble de réunions. Un calendrier de travail pour comprendre les différences là. À part nos seules réunions, ça n'a pas fait comme ça. Encore c'est ça pour nous faire. Monsieur Davila? Monsieur Davila? Oui, je suis là. Oui. Alors, votre opinion là-dessus aussi? Oui, pardon? Pour faire suite à ce que monsieur Oguenet disait par rapport à justement le fonctionnement, les fonds, comment je suis confirmé. Alors justement, moi concrètement, c'est vrai que... sur les fonds là, ils ont mis 10 millions, mais c'est 10 millions qui mettent ça chaque année. C'est un fonds de l'État. Les 50 millions sont des 50 millions qui appartiennent au plan de relance, donc qui est dans le chapitre budgétaire des excès qui ont été faits avant le 31 décembre. On appelle ça un excès comptable. Et cela va s'ajouter aux 400 millions plus ces augmentations éventuelles, sans oublier l'assainissement qu'on n'a pas encore attaqué, qui est en cours d'étude. Mais il s'avère que nous avons des gens qui se mettent d'accord entre eux pour reproduire les mêmes errements et qui ne veulent pas que les agents qui sont de droit membres du Conseil futur de la gouvernance de cette structure unique, quelle que soit sa forme, c'est que nous ne participons pas, on ne veut pas nous entendre, mais on veut nous vassaliser, c'est-à-dire faire comme d'habitude ce qu'ils veulent, et surtout ils ne veulent pas être sanctionnés, ils se croient auto-exonérés des sanctions. Aucun système, dans quelle que soit la démocratie ou le système non démocratique, ne fonctionne s'il n'y a pas récompense et sanctions à due proportion. C'est la seule manière, si nous savons faire de manière unitaire, comme Jean Moulin, le grand résistant, ou comme Mandela et de Clerc, l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, que nous allons arriver. Parce ils ont besoin de Jalton, parce que le ministre est très clair ainsi que le gouvernement, il faut que toutes les communautés d'agglo, les EPCI soient ensemble. On ne peut pas dire raconter à Jalton n'importe quoi, tout comme Jalton ne raconte pas n'importe quoi. C'est le seul qui jusqu'à maintenant a conscience des intérêts des usagers, qu'on ne peut pas faire sans les usagers. Il est le plus gros consommateur d'eau, donc il connaît les problèmes de recettes. Et tout le monde reconnaît que, même y compris la Direction générale des finances publiques, que parmi toutes les mauvaises régies de Guadeloupe, Cap Excellence est la moins mauvaise, la mieux gérée. Les autres sont dans un sale état et ils espèrent qu'on va boucher les trous, mettre des rustines une fois de plus, transformer l'usager en complice passif taiseux, vache à lait, cochon de payeur. Il suffit, les usagers ne sont pas des vaches à lait que l'on traite quand on veut, ou des cochons de payeur. Ils ont des exigences, ils entendent participer à ce à quoi ils ont déjà payé. On ne peut pas repayer encore. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est inadmissible. Ces gens-là font de la démagogie pour aller aux élections. On vient nous signer
un papier avec Madame la présidente, nouvelle secrétaire nationale du Parti socialiste, alors qu'elle a déclaré l'autre jour qu'elle ne mettra pas un sou pour garantir les salaires, et la garantie de la paie des salaires pendant la structure et période de transition est la condition sine qua non. Le président de la région vient déclarer qu'il va verbalement, qu'il va, oui, avant de dispatcher, nous allons prendre les mesures, nous allons payer. Il n'est pas en état de renseigner-vous sur les sommes que doivent la région à tout le monde, les retards de paiement des entreprises. Regardez les apprentis, des sommes de formation qui ne sont pas payées à temps. Il faut être sérieux, il ne faut pas raconter. Il n'a pas une délibération, malgré sa présidence de son président de la CNBT, maire de Petit-Bourg. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se moquer des gens de cette manière-là. Il suffit. Mais merci Jacques, on est arrivé à l'heure de la fin de la chronique, mais on te retrouvera vendredi pour une suite. Et le mot de la fin, Monsieur Gunnar? Un petit mot, je veux dire, c'est que si nous, au niveau des associations, nous demandons un audit financier à gestion là, et à travers l'audit financier là, selon les dérapages qu'on fait, parce qu'un dérapage, il faut qu'on se rende compte. Et on devrait dire un petit mot aussi Cap Excellence. Cap Excellence, c'est un avantage sur les autres. Oui, c'est vrai, un très grand avantage. C'est que c'est une pire capacité de moyens financiers. Et par exemple, à de l'eau, c'est très ramassé. Si vous regardez par exemple le nord Bastère, c'est de petits bouts à Pointe-Noire. Donc ça n'a pas les mêmes conséquences là. Mais il faut tout à dedans pour effectivement répartir les richesses qui sont pour servir la population là. On aura la suite vendredi prochain, mais merci Jacques Davila qui est au téléphone et Isma Oguené en plateau pour cet éclairage sur ce syndicat unique, mais je pense qu'on entendra encore parler. Il est 13h, c'est l'heure de prendre la première pause publicitaire et on revient avec la suite avec notre invité qu'on aura aussi par téléphone, Mathilde Sénécius. On se retrouve tout à l'heure aussi avec Dominique Vénéré en deuxième partie. À tout à l'heure. 13h10, on est de retour sur le plateau du ZCL News. Donc, comme je vous l'avais annoncé avant la pause, nous allons recevoir au téléphone Madame Sénécius de la CAF Guadeloupe. Vous savez, en ce moment, il y a une manifestation qui a lieu aujourd'hui et cet après-midi. Donc, elle nous en dira un petit peu plus sur le bilan à mi-parcours de cette journée sur la thématique des violences conjugales et intrafamiliales. Et bien entendu, la chronique musique, afro-musique qui est déjà sur le plateau avec nous. Mais avant, on va faire une suite, on va dire comme une suite de cette chronique de l'eau en toute sauce qu'on a eue. Il y aura un sujet justement de l'UNSASIAG. Vous savez que depuis le 4 novembre, le préavis de grève avait été déposé par rapport à cette situation de l'eau. Alors, il continue quand même à s'interroger sur cette énième CTAP du 25 novembre et il rappelle que le préavis de grève n'est pas suspendu. Reportage Michel Depape. Étant donné que depuis les derniers événements qui passaient à niveau à domaine de l'eau, au niveau du SIAG, et les derniers gros mouvements que nous avons fait pour nous alerter, que ce soit les instances, comité d'agglo, et président de région et président de département, ainsi que le préfet, par rapport à la situation nous qui assujettis en dissolution, qui d'autant plus qui est imminent au 1er janvier 2021 là. Donc nous avons déposé un préavis de grève au 4 novembre, qui est toujours en cours. Pour justement, parce que ces instances-là, c'est-à-dire les instances que nous avons ici, pas de recevoir nous pour une information de déroulement à les procédures et les événements qui viennent à l'avenir. Depuis tantôt, nous voyons que le ministre de l'Outre-mer, l'a jamais manifesté. Il a fait comprendre que clairement, le 1er janvier 2021, tout était caduc. Donc, comme nous toujours dit, nous marquons ici pour préavis nous aussi, nous avons souhaité savoir, à partir d'aller de moment là, ça, quand nous avons fait entre 1er janvier 2021 à fin août 2021, puisque nous savons bien qu'en 1er septembre, le ministère du Fobita a démarré. Ce qui est un peu désolant, c'est que Folie dit ça pour que tout le monde te mette au sérieux, parce que nous avons l'impression que c'était si mascarade monde qui a fait vers nous, mais comme ça sorti de en haut, allez là, nous avons constaté tout le monde vit notre travail. Donc nous avons félicité ça. Puisque nous sommes Guadeloupéens aussi, nous avons félicité Guadeloupéens de mettre au travail pour Guadeloupéens, même si ça prend un petit peu de temps pour certains. Mais nous espérons quand même que la montagne ne va pas accoucher d'une souris, puisque tous ces gens ça savent pertinemment que l'agent le SIAC, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont les papiers, c'est des gens qui connaissent le droit, qui connaissent la loi et le code du travail. Encore rappelez ça. Donc, si certains font un travail sérieux, toutes ces instances-là, ça,
convier salariés là pour que la population aussi est au courant de ça qui a passé. Nous espérons que nous pouvons découvrir le poteau que chaque monde peut ranger de commission à yo en façon à yo puisqu'en les préenvions nous marquer que nous tiennent à ce que toutes les instances représentatives pour les salariés fait partie de travail là ça. Nous avons du mal à comprendre qui c'est nous qui faisons une activité tous les jours mais c'est d'autres monde qui veut dire nous qui nous fait. Donc si vous pas de nous conseils par rapport à un travail que nous avons fait depuis 40 ans que les laissé multinationales aussi manger l'argent à Guadeloupe avait parti éveil mais nous restons là toujours là parti nous continuer notre travail là et c'est nous en veut tuer encore donc nous avons vraiment des autres solennellement un petit peu de respect et recevoir nous merci. Jola, ça c'est en nous. La CAF Guadeloupe a organisé ce mercredi 25 sur les réseaux, justement, un débat interactif sur les violences conjugales et intrafamiliales. Nous avons Mathilde Sinécéus, qui est la responsable du travail social à la CAF. Bonjour, Madame Sinécéus. Bonjour, Madame. Bonjour, Panali. Alors, justement, le bilan de cette première journée qui s'est déroulée ce mercredi 25, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Oui, le mercredi 25, on a eu un beau plateau d'intervenants avec vraiment des discussions de qualité, avec beaucoup d'informations pour le public. Donc, c'était effectivement une opération inédite, du jour là, ça c'est en nous avec la CAF. Et on remercie vraiment le public qui a pu se connecter pour ce débat interactif. Et je profite aussi pour remercier nos nombreux partenaires sur l'événement. Donc, au travers de ces débats, donc, le public a pu apprécier les éléments pour pouvoir mieux comprendre et détecter les différentes formes de violence, avec notamment l'apport du psychologue. Ils ont pu aussi savoir les différents dispositifs existants pour se protéger et se faire aider en cas de survenance d'une situation de violence conjugale ou intrafamiliale. Et bien sûr, Monsieur Otto, le sociologue, a pu faire comprendre à la population comment venir et se préserver, comment viennent les signes de violence et de se préserver effectivement de ce fait de violence, les violences intrafamiliales et conjugales dans notre société. Et bien sûr, tout au long du débat, le public a pu réagir avec nous en posant les questions qui leur étaient nécessaires. Et bien sûr, les intervenants se sont prêtés au jeu de pouvoir leur répondre. Et ça a été vraiment un moment très, très intéressant. Et pour aussi informer davantage le public, nous avions projeté un certain nombre de vidéos sur les lieux ressources pour que les personnes puissent savoir justement quelles sont les possibilités qui sont au travers des associations pour se faire aider, les différentes associations existantes sur le département et aussi le rôle des maisons de la parentalité qui sont soutenues par la CAF en ce sens. Donc voilà, donc ça a été vraiment un beau moment d'échange avec le public et avec les différents intervenants que nous avons eus sur le plateau. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième phase et cette deuxième phase est ponctuée d'ateliers qui a commencé depuis ce matin, mais il me semble qu'il reste encore quelques places pour que tout un chacun puisse s'inscrire dans les différentes thématiques que vous proposez. Oui, tout à fait. Oui. Alors quels sont les ateliers que le public pourrait trouver lors de cette matinée, cette journée surtout ? Oui. Donc ce matin, on a commencé déjà par des ateliers, on peut dire, sur la psychologie en quelque sorte, puisque nous avons eu d'abord Madame Cornélie, psychologue, qui a pu nous présenter plutôt une étude sur l'impact psychologique du confinement sur les enfants aux Antilles. Donc le public aussi a réagi à cette présentation. Et nous avons eu pour le personnel CAF aussi une possibilité d'échange en interne avec un psychologue où les agents ont pu verbaliser leur vécu du confinement. Mais cet après-midi, ça va être beaucoup plus, ludique en quelque sorte, puisque ce seront des ateliers de valorisation qui ont d'ailleurs commencé ce matin. Donc, on va retrouver du relooking, l'esthétique, de l'automassage, du coaching. Donc, le public pourra, au travers de ces ateliers, interagir aussi avec des professionnels qui vont leur donner des conseils sur comment se valoriser, même si ça ne va pas à l'intérieur, se valoriser pour être soi-même, pour se redresser justement face à cette situation de violence qui peut arriver. Il faut juste se connecter directement sur le Facebook ou il y a un numéro pour l'inscription ? Donc, pour les inscriptions, ils peuvent aller sur Facebook
mais ils peuvent aussi m'appeler. Je vais donner mon numéro pour qu'on puisse voir sur quel atelier on peut les positionner parce qu'il reste encore quelques places. Alors allez-y, donnez le numéro, on vous écoute. Alors c'est le 0690 D'accord. 19 07 84. Donc on le rappelle, on avait vu aussi en image que les différents ateliers qui s'appellent les ateliers familiers. Oui, familier, oui, on a fait un terme, on a créé le terme familier pour permettre effectivement de coller un petit peu, si vous voulez, à la féminité, mais pas que, mais quelque chose qui soit ludique. Tout à fait. Donc on rappelle, il y aura de l'esthétique, du marée-tête, de la sophrologie, de l'émotion, freedom technique, du coaching, les mots par les mots et du relooking. Oui, tout à fait. Ben, on vous remercie de cette précision. Donc, on ne manquera pas de vous retrouver dans la chronique La Cave à Casazot pour effectivement nous donner un petit peu, justement, aller plus en profondeur dans ces thématiques qui a pu être débattues pendant ces 2 journées. Oui, et puis on invite aussi le public à nous retrouver, puisqu'il y aura une retransmission du débat sur votre chaîne d'ailleurs, dimanche dans la journée. Donc, ils pourront, ceux qui n'ont pas pu être avec nous mercredi, retrouver justement ce débat avec toutes les animations dont je vous ai parlé. Donc, voilà, ils pourront passer un moment important d'information et de sensibilisation. Mais je vous remercie, Mme Sinésius, pour ces propos tenus et surtout pour le dynamisme qu'on entend pour cette journée et qu'on invite la population guadeloupéenne à venir vous rejoindre. Oui, le jour là, ça c'est en nous et on espère vraiment qu'il se l'approprie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. De retour sur le plateau, donc on va effectivement aller vers notre chroniqueuse, Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Naïla. Ça va? Ça va. Alors, générique. Alors aujourd'hui, Dominique, on va parler d'un grand monsieur. Oui. On parle toujours des grands de toutes les façons. Hein. Oui, mais, mais là, celui-là, il est... Ouais, celui-là est grand, c'est vrai. Bon, l'idée, c'est quand même de parler des grands. Et puis aussi, peut-être à un moment, on viendra sur des moins connus, mais qui ont fait beaucoup de choses. Tout à fait. Mais déjà, pour que, parce que moi, je sais que le public s'intéresse. Pour avoir eu l'honneur de faire la première, on avait beaucoup parlé de lui. Parce Quincy Jones. On les greffe énormément parce qu'ils sont des meilleurs amis. Ce sont vraiment les meilleurs amis, c'est vrai. Donc, je pense que tout un chacun, si on suit bien la chronique, on a bien compris de qui on allait parler. Je ne sais pas, mais je vais le dire. On va parler de Ray Charles. Voilà. Alors, je te laisse. Alors, fais-nous rêver. Alors, Ray Charles, Ray Charles, il est né le 23 septembre 1930 à Albany, en Géorgie. Et on est en pleine période de dépression aux États-Unis et de ségrégation raciale. Son père, c'est un mécanicien, donc sur les chemins de fer, et sa maman, elle travaille dans les champs. Ray et son frère vont grandir en Floride, précisément, et la famille, bien entendu, est très pauvre. Donc, c'était quand même compliqué déjà à cette époque. On n'a pas de certitude, mais il semblerait que la cécité de Ray Charles soit liée à un glaucome qu'il aurait attrapé à l'âge de 4 ans. Et surtout, ce qui a été, on va dire, difficile dans sa jeunesse, puisqu'il a subi des traumatismes psychologiques et des traumatismes physiques, donc cette cécité bien entendu, mais psychologique parce qu'en 1934, il assiste à la noyade de son petit frère qui tombe dans un baquet d'eau bouillante que sa maman utilisait pour le linge. Donc ça l'a énormément marqué et il deviendra totalement aveugle à l'âge de 7 ans. Et du coup, il sera placé dans une école spécialisée pendant 9 ans, où il apprendra le braille et la composition. Alors, bien entendu, il découvre, parce que là, il le subit, on va dire, il découvre la ségrégation, la solitude aussi, mais il découvre des grands auteurs comme Chopin, Count Basie, et puis les orchestres de swing de Benny Goodman. Il apprendra à jouer aussi plusieurs instruments de musique, comme le sax alto, le piano et la clarinette. Alors même qu'il reçoit un enseignement plutôt classique, c'est avec la musique afro-américaine qu'il est attiré, notamment pour le gospel, le jazz, le blues et la country. Et puis sa maman décède, donc il va quitter cet institut et il part s'installer à Jacksonville chez une amie de celle-ci. Et puis ensuite il ira à Chicago, il ira à Tampa,
Les débuts en tant que musicien, parce que c'est vraiment ce qu'il a décidé de faire, les débuts en tant que musicien vont être un peu difficiles. Mais il rentre dans un orchestre, l'orchestre de Henry Washington, et il joue avec d'autres formations. Donc il ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il gagne, on va dire, juste de quoi survivre. Mais en tout cas, ça lui permet de travailler sa voix. Et en 1948, alors qu'il a 17 ans, il quitte la Floride pour aller s'installer à Seattle. Et là, il forme un trio avec le guitariste Gozadi McGee, le bassiste Millie Garrett, et avec qui il va enregistrer ses 2 premiers titres, donc Confessing Blues, I Love You, I Love You. On va écouter un extrait de I Love You, I Love You. Show as the stars burn. I love you, always will. I will not let you go. I dream only of you, my love. You're the only girl that I... Voilà, donc je pense que beaucoup de gens connaissent cette chanson et c'est aussi à cette époque où il se lie d'amitié donc avec cette personne dont tu parlais, qui a été l'objet de ma première chronique, Quincy Jones. Ils vont rester amis pendant, Quincy Jones est encore vivant, mais en tout cas jusqu'à la mort de Ray Charles, ils resteront amis. C'est aussi la période où Ray Charles va découvrir le monde de la drogue. Et bien entendu, alors on n'a pas le succès qu'on souhaite en tout cas tout de suite, et c'est vrai que ses premiers titres ne sont pas forcément des grands succès. Et il décide en 1952 de signer avec la maison Atlantic Records, qui va lui laisser une grande liberté et lui permettre d'enregistrer des choses de façon à s'affranchir d'auteurs de l'époque, que sont par exemple Nat King Cole ou encore Charlie Brown. Et n'empêche qu'avec cette maison, il va quand même enregistrer près de 82 chansons, donc ce qui n'est pas rien. Et notamment en 1954, il va sortir son premier grand succès, I Got a Woman, qui va se vendre à 500 000 exemplaires. On va écouter un petit extrait quand même de I Got a Woman parce que c'est quand même son premier grand succès. Well, I got a woman. Voilà, très connu. Way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman. Way over town. Good to me. Tu connais Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend in need. Alors, pour la petite anecdote, parce que c'est quand même un artiste qui est déjà engagé à cette époque-là, il doit se rendre à Atlanta. Je vous ai dit donc qu'il était né en Géorgie, donc dont la capitale est Atlanta, et il doit se rendre à Atlanta pour jouer dans une représentation, et il apprend que l'accès à cette salle est refusé aux Noirs. Au dernier moment, il décide d'annuler le concert en sachant très bien qu'il prend un risque par rapport à sa carrière. Et c'est un geste fort, en tout cas, vis-à-vis de la communauté noire, surtout pour la cause des droits civiques. Il n'empêche que l'élite géorgienne prend très très mal cet affront. Et pendant toutes ces années, jusqu'en 1979, il n'aura pas le droit de travailler dans son État, donc de se produire. Et ce n'est qu'en 1979 que l'État de Géorgie va non seulement lui adresser des excuses, mais que l'une de ses chansons que tout le monde connaît, qui s'appelle Georgia in My Mind, va devenir l'hymne national de la Géorgie. Donc c'était pour la petite anecdote quand même. Alors bien entendu, je vous disais qu'il a signé donc avec cette maison, donc Atlantic Records, et il y aura donc toute une série de titres comme Alléluia, I Love You So, I Love Us So, enfin toute une série de chansons qui vont devenir quand même des grands tubes, The Right Time également. Et puis en 1957, il engage des choristes pour l'accompagner, qu'il baptisera les Raylettes. Alors tout ça pour vous dire que Claude François n'a rien inventé avec ses Claudettes. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Voilà, donc il va engager ces jeunes femmes donc, qui vont l'accompagner dans ses futures prestations. En 1959, il improvise encore un titre qui a très très bien marché, qui s'appelle What's Heidi, et il fait également cet album, donc The Genius of Ray Charles.
qu'il va jouer entièrement lors du festival de Newport et qui sera un véritable triomphe. On va écouter un petit extrait de What I Say. Je pense que tout le monde connaît cette chanson. À ce moment-là, il comprend quelque chose. Il comprend quand même que si jamais il veut pouvoir capter un autre public, il va falloir qu'il rentre vraiment dans la musique pop. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on entend là. Ouais. Et donc, il décide de se séparer d'Atlantic Records et il va signer avec ABC Paramount, qui lui offre en fait une passerelle pour pouvoir accéder à un public blanc. Il faut quand même noter qu'il sera le premier artiste noir de l'histoire à être écouté par un public blanc. Ouais. Donc il s'engouffre dans ce qu'on appelle la musique country et en étant à la tête d'un big bang ultra performant, puisqu'on retrouve toute une série de grands saxophonistes comme David Newman, Donald Wilkerson, Leroy Cooper également. Ils sont nombreux donc à travailler avec lui. Et de là, il enchaîne donc succès sur succès. Donc c'est aussi à ce moment-là où il va sortir cette fameuse chanson Georgia in My Mind. Hide the Road Jack, que tout le monde connaît, oui. Et ça c'est en 1960. Ensuite il y a Unchain My Heart, I Can't Stop Loving You en 1962. Et puis il sort son premier album de country qui s'appelle Modern Sound in Country and Western Music. Donc les affaires à ce moment-là marchent très très bien pour Ray Charles. Et en 1953, il s'associe à son gérant et il monte sa propre musique, sa propre production sa propre maison de production qui s'appelle Ray Charles Enterprise. Voilà, donc ensuite en 1964, il s'essaie un petit peu au cinéma. Ce qu'il faut savoir, et ça je vous l'ai dit précédemment un peu brièvement, mais Ray Charles est accro à l'héroïne. Oui. Donc là c'est très compliqué parce qu'il y a cette période effectivement où il sort tous ses tubes, et puis il y a la descente aux enfers. Et effectivement, il apparaît beaucoup moins sur les scènes. Il faut qu'il se fasse soigner, il faut qu'il soit suivi, il faut qu'il accepte de sortir de cet engrenage. Et grâce au docteur Frédéric Hacker, qui est un psychiatre d'origine autrichienne, il accepte de se soigner. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'il va avoir une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais sous surveillance. Et je pense que ça le fait réfléchir. Et du coup, ça lui permet aussi de sortir de cet engrenage de la drogue. Et puis, il finit par prendre du recul et il décide aussi, parce que bon, entre-temps, il fait quand même des enfants, il a une vie privée. Et donc, il s'occupe de s'occuper de sa famille et de ses enfants. C'est aussi à ce moment-là où il s'engage aux côtés de Martin Luther King. Et il va soutenir Humphrey contre Nixon lors des prochaines élections présidentielles américaines. Absolument. Dans les années 70-80, je pense que tout le monde a vu ce film, même s'il fait quelques apparitions sporadiques, c'est The Blues Brothers, effectivement, où il joue, etc. C'est aussi à ce moment-là où il fait 2 enregistrements, je ne sais pas si vous vous souvenez de We Are the World. Ah oui, d'accord. Voilà, donc qui avait été produit par Quincy Jones, voilà, il apparaît dedans. Et puis il y avait eu aussi, dans le même esprit, il y avait eu USA for Africa. Oui. Voilà. Donc à cette période, il enregistre ça, mais c'est vrai qu'il n'a plus le même succès qu'avant parce qu'il est resté absent de la scène. N'empêche que Ray Charles fait le tour du monde, il passera sa vie à faire le tour du monde et ça ne l'empêchera pas d'avoir des salles à guichets fermés parce qu'il a vraiment un public d'admirateurs qui le suit quoi qu'il arrive. Donc c'est un homme qui va quand même jouer toute sa vie. En 89, il revient au devant de la scène avec un duo qu'il va interpréter avec Chaka Khan. C'est I'll Be Good to You.
Et donc ça, ce morceau le remet un petit peu au devant de la scène. Alors il a fait autre chose, il a fait aussi une musique pour Pepsi Cola, enfin il a fait deux, trois choses. C'est quand même un monsieur qui a une notoriété malgré tout et dont on se souvient, mais c'est plus l'artiste qu'on verra sur tous les plateaux. En plus, il a déjà pris de l'âge. Il a pris de l'âge, absolument, absolument. Alors, il faut quand même noter que c'est un monsieur qui a reçu un grand nombre de distinctions, puisqu'il a quand même reçu 12 Grammy Awards. Il a été le premier à entrer au Rock and Roll Hall of Fame en 1986. Il a reçu la médaille de chevalier des arts et des lettres à Paris. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, avec sa chanson Georgia in My Mind, il est consacré hymne national en fait de l'État de Georgie. Ça se passe en 1979. Il va donner son dernier concert en 2003 au Festival de Montréal et il va sortir son dernier album en 2004 dans lequel on va le retrouver sur plusieurs duos avec Norah Jones, Elton John, B.B. King, Johnny Mathis, Nathalie Cole aussi. Et donc ça c'est le dernier album parce que Ray Charles est mort à l'âge de 73 ans. Donc en 2004 dans sa maison de Beverly Hills, il était atteint d'une cirrhose. Toute sa famille était autour de lui, donc il n'est pas parti seul. On a parlé très peu de sa famille, mais il faut savoir quand même que c'est un monsieur qui a eu 12 enfants avec 10 femmes différentes, bien qu'il ait été marié que 2 fois. Et puis, il a fait une chose aussi, c'est qu'à chacun de ses enfants, il leur a donné un trust de $500 000, en sachant que le reste de sa fortune a été placé dans des fondations. Ça n'a pas empêché quand même à certains membres de sa famille de vouloir faire des recours. Et lorsqu'il est mort, il leur a légué quand même $1 million à chacun. Alors, après son décès, 3 albums sortiront à titre posthume. Genius Love Company, dans lequel on retrouve beaucoup de duos avec Diana Krall, Norah Jones encore, Nathalie Cole, comme je vous disais. Il y aura Genius and Friend, un duo inédit avec Mary J. Blige, George Michael, Diana Ross aussi. Et puis, le dernier album qui est sorti à titre posthume, c'est Racing, Racing. Pour terminer, parce que j'aime beaucoup ce duo, on va écouter donc le duo avec Mary J. Blige. Merci. Take a look at us, standing here tonight. The stars are shining bright and love is in our eyes, making memories. On n'a pas entendu la voix de Mary J. Blige. Alors, effectivement, on est arrivé à la fin de la chronique. On remercie Dominique justement pour on va dire ce retour, parce qu'on a tous, je pense, vu le film de Ray et qui calquait effectivement sa réalité. Et ça a été, je pense, avec cet acteur très connu. Oui, tout à fait, Jamie Foxx. Qui apparemment, on aurait dit que c'est vraiment lui, il se ressemble. Ah oui, il s'en est vraiment imprégné. Oui. Alors, pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu ce film, moi je les invite à aller le regarder. Voir le film de Ray Charles. Il est sûr, je ne dirais pas, mais enfin, ils vont le trouver. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, et ça s'appelle Ray. Voilà, ça s'appelle Ray, tout à fait. Et c'est un film magnifique. Ouais, très beau film. Ouais. Et qu'on peut voir et revoir, vraiment sans aucun problème. Je ne cesse de regarder. Donc, merci. Et puis, il est 13h35, on va prendre la énième pause publicitaire avant la fin du ZCL et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. De retour sur le plateau, 13h40, on va faire un retour sur l'actualité, bien entendu. On ne cessera de parler de ce phénomène Covid et Michel Depape, devant sa caméra, on fait un point justement fin de semaine sur le Covid avec la préfecture et l'ARS. Je ne dis pas qu'on est sorti d'affaires. D'ailleurs, on est toujours au-dessus des seuils de vigilance. C'est important de le mentionner parce qu'en 3 semaines, on est monté très très haut en termes d'indicateurs avec une pression à l'hôpital qui était très 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 forte. Et ça fait 9 semaines que nous baissons. Et en 9 semaines, nous ne sommes toujours pas redescendus en dessous des seuils de vigilance. Donc ça montre que la descente est très lente.
C'est différent de l'Hexagone parce qu'on n'est pas sur le même cycle, on n'est pas du tout dans le même temps. On a connu notre pic beaucoup plus tôt. On a toujours des gens qui sont en réanimation. Il y a une dizaine de personnes en réanimation Covid. On a une personne qui est rentrée directement en réanimation. Ça veut dire que le virus est toujours là et il est toujours chez nous. C'est-à-dire qu'il est toujours en Guadeloupe. C'est pas un virus qui vient de l'extérieur. C'est un virus qui est chez nous et qui continue à se propager et à se donner entre personnes. Je pense que les gens ont pris conscience. Et ils ont bien compris qu'il y avait un vrai risque. Beaucoup ont eu des proches, malheureusement, touchés par les maladies, la maladie, soit hospitalisés, soit même malheureusement décédés. Et donc, ils se sont dit, voilà, c'est une réalité. Ça peut nous toucher, ça peut toucher tout le monde. Donc je crois que les Guadeloupéens ont vraiment changé leur comportement. C'est ça la vraie raison. Il faut qu'on en soit bien conscient. On ne va pas repasser des fêtes de Noël ou des vacances scolaires comme si de rien n'était. On est toujours avec un virus qui est là, qui est toujours présent. On sait que c'est fragile. Regardez, il y a des départements dans lesquels les indicateurs étaient descendus très bas. Et puis là, petit à petit, c'est en train de remonter. Outre-mer, notamment à La Réunion et en Guyane, avec des vigilances qui commencent à revenir. Donc voilà, donc cette situation est très fragile. Devant nous, il faut absolument qu'on évite un troisième pic. La contamination des enfants, elle se fait selon exactement les mêmes modalités que la contamination des adultes, c'est-à-dire que ce sont les relations interhumaines et donc le fait de évidemment parler aux enfants de très près ou tousser ou des choses comme ça proches d'un enfant évidemment. Donc si on a le moindre doute soi-même, alors en famille c'est pas simple parce qu'évidemment on vit avec ses enfants, mais enfin si on a le moindre doute, il faut notamment on tousse, on est un petit peu malade, il faut vraiment essayer de faire attention pour les enfants et mettre le masque pour pas tousser sur les enfants. À la maison, c'est pas non plus complètement aberrant. C'est vrai que les enfants sont quand même moins sensibles au virus, ça c'est une bonne chose, et puis surtout quand ils l'attrapent, c'est quand même moins grave. Tant qu'on sera au-dessus des seuils de vigilance, on restera sur les mêmes modalités qu'aujourd'hui, parce qu'il faut absolument qu'on pare toute reprise de l'épidémie. On continue sur l'actualité. Lancement de la collecte de la Banque alimentaire, 7 jours du 26 novembre au 2 décembre. Grande collecte de dons en chèque déjeuner. Reportage Michel Depape. La Banque alimentaire organise régulièrement, tous les ans, une collecte nationale et quelquefois locale. Celle-là, c'est la collecte nationale qui débute du 27 au 2 décembre. Et on a comme particularité cette année la Covid-19. Qui dit Covid dit geste barrière. Nous avons été contactés par la Banque alimentaire, notre partenaire depuis plus de 10 ans, afin de leur permettre de continuer leur activité de collecte de dons dans cette situation de crise que nous vivons actuellement. Ainsi, nous avons travaillé ensemble et avons mis en place ce système de collecte dématérialisée qui permet donc à nos clients de faire des dons du montant de leur choix. Nous avons décidé de le faire de manière dématérialisée. Alors, ça consiste à, lorsque vous allez faire vos courses, au niveau de la caisse, vous choisissez de faire un don de 1, 2, 5 ou plus, en euros bien sûr. Ce don est inscrit sur votre ticket, donc vous payez la totalité de vos courses plus le don. Et cet argent, une fois que l'opération sera terminée, est reversé intégralement à la Banque alimentaire. Pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la possibilité de faire un don ou qui préfèrent faire un don avec un ticket restaurant, il y a une urne que vous voyez derrière moi qui est positionnée et qui vous permet en fait de poser un ticket restaurant dans l'urne. Je sais qu'en ce moment, c'est un moment compliqué pour tout le monde, hein, que ce soit pour les gérants d'entreprise comme moi ou pour toute la société. Donc je tenais à faire... Quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit il faut que je puisse faire quelque chose pour que la société aussi, les gens qui sont en difficulté puissent avoir de quoi manger, de quoi survivre, quoi. Parce que je sais que en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est vraiment compliqué. Donc j'essaie de faire un petit geste, un petit quelque chose qui pourrait permettre à d'autres personnes de survivre. Le but du jeu, c'est toujours d'aider les gens qui ne peuvent pas, surtout en cette période, qui ne peuvent pas acheter à manger. Alors, on est de retour sur le plateau pour pouvoir accueillir la chronique mensuelle de Katharina Jacobson sur les traces d'un Acaona générique.
Bonjour Katharina. Bonjour Naïla, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Mais tu n'es pas venue seule, donc on va quand même saluer ton invité. Bonjour Karine Fleming. Bonjour. Ça va? Naïla, bonjour Katharina, bonjour à tous les auditeurs, enfin tous les téléspectateurs. C'est vrai, il y a aussi les parents. Il a raison, parce que c'est vrai que c'est vrai, vous me rappelez quelque chose. Je n'ai pas salué les auditeurs de RHT Guadeloupe et de Canal 10, la C10 FM. Vraiment désolée. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler des dates historiques qui concernent un petit peu les Amérindiens, la Crazacaona, qu'est-ce qui est en relation historique. Et avec ton invité, on va aussi parler du collectif qui a été créé autour. Alors, on va sur Facebook, on a tout ce qu'on veut entendre, tout ce qu'on veut savoir à propos de Yans. Mais bon, je ne dis pas plus, on continue, on commence avec toi. Oui, donc aujourd'hui nous allons un peu parler de l'actualité de ces derniers temps. Donc le mois dernier, on a beaucoup parlé des Amérindiens pour une date assez importante, qui est le 12 octobre. Donc le 12 octobre, que s'est-il passé? Donc 12 octobre 1492, débarquement, pour être gentil. Nous avons le débarquement de Christophe Colomb aux Bahamas. Voilà, et donc cette date est importante parce qu'elle correspond au Columbus Day, qui est devenu le jour des peuples autochtones et qui correspond beaucoup dans le monde américain actuellement à des déboulonnements, si on peut dire, ou alors des statuts qui sont retirés de plus en plus pour ne plus célébrer Christophe Colomb, qui n'est plus vu comme un fameux héros. Et chez nous, nous avons une date assez proche qui vient de passer, qui est le 4 novembre. Donc, est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 4 novembre? Ce serait de la triche. Je ne me suis pas du tout rappelé de cette date. Sincèrement. Voilà. Donc, le 4 novembre 1493, chez nous, c'est le débarquement de ce fameux monsieur Christophe Colomb. Donc c'est une date, on en parlait un peu avant, qui est importante pour moi à retenir malgré tout, parce que c'est le début d'une transformation de notre histoire. Donc elle est à connaître pour ça. Donc je ne dis pas qu'elle est à connaître pour l'arrivée de Christophe Colomb, parce qu'il n'est pas arrivé, il n'a pas découvert quoi que ce soit, mais pour la modification du cours de l'histoire. Et est-ce que c'est célébré justement? Parce que c'est vrai qu'on en prend dans les livres d'histoire, mais est-ce que cette date, réellement en Guadeloupe, on y pense? Alors chez nous, cette date n'est pas célébrée du tout. Et dans les autres îles, c'est intéressant parce que c'est à peu près fin octobre, début novembre. Ces dates ont été choisies pour être le jour d'indépendance des îles. Donc c'est très très intéressant. À la Dominique, il y a plusieurs îles comme ça qui ont choisi le jour du débarquement comme étant le jour de l'indépendance. Donc c'est parce que les populations sont quand même conscientes que ça a été le début d'une nouvelle ère, dirons-nous comme ça. Alors, voilà. Je voulais quand même dire, pour rebondir sur ce que Katharina disait, c'est vrai qu'elle n'est pas célébrée de manière populaire, mais elle a été célébrée de manière officielle au cours des démarches que nous avons fait pour creuser un petit peu l'histoire sur le volet colon. On a même appris qu'il y a certains maires à une époque qui se disputaient justement cette fameuse cérémonie Christophe Colomb. Alors je ne dirais pas quelle maire, pour ne pas attiser de tensions politiques, il y a deux mais c'est vrai qu'il y a quand même des célébrations officielles qui se tenaient. Je pense qu'elles ne se sont pas tenues cette année, mais je sais qu'il y a jusqu'à 2 ans, justement, parce qu'on m'a parlé de cette fameuse querelle entre deux maires, qui tenaient à s'approprier la célébration de ce jour de débarquement. Du débarquement. Voilà. Alors c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, parce qu'on est regardé ailleurs, qu'il faut savoir on aime à dire qu'il est arrivé à Capesterre-Bello, parce qu'on a même, quand on va à Sainte-Marie, la belle statue de ce monsieur érigé en plein milieu, quoi. Sur le bord de la route. Bien visible pour qu'on puisse bien le voir. Et c'est vrai que si on regarde bien, donc on donne des indices, et que M. Carloman Bassett disait que non, c'était à Trois-Rivières. Donc il y a effectivement 2 versants. Mais est-ce que c'est prouvé qu'à Trois-Rivières, il y a des traces de ce M. Colomb?
Alors tu avances un petit peu là. J'avais trop vite. Tu vas un petit peu trop vite. On va rétropédaler. Et donc on va effectivement, il faut savoir que Karen Fleming, elle est le porte-parole d'un collectif, Ensemble pour Honorer Jans. Voilà. Et justement, pour ceux qui connaissent, c'est qui Jans? Parce que Alors, tout le monde ne connaît pas Jans. C'est ça. Jans, d'après l'histoire, c'est le doyen des chefs amérindiens. D'accord. Qui a été assassiné par Delolive lui-même. Il l'a tué de ses mains en appuyant sur sa tête avec des rames. Il l'avait invité en fait quand les colons, les premiers colons français sont arrivés en Guadeloupe en 1635. Ils ont d'abord lié des liens avec les populations qui étaient là. Okay. Et Jans avait établi des liens, on va dire, plus ou moins amicaux, cordiaux, en tout cas, peut-être pas amicaux, avec cette colonie. Ils les ont beaucoup aidés. Et comme de toutes les façons, il n'était pas question de cohabiter, et surtout de cohabiter en laissant ces populations garder leurs coutumes et leurs traditions, en fait, Delolive et Duplessis ont tourné un plan pour pouvoir se débarrasser de Jans, qui était le doyen des chefs amérindiens. Donc, ils l'ont invité à boire, voilà, à boire un coup sur un canot au large de Vieux-Fort, Trois-Rivières par là, et ils l'ont fait tomber dans l'eau. Et pour s'assurer qu'il ne remontait pas, Monsieur Delolive a gentiment appuyé sur sa tête avec les rames pour s'assurer qu'il ne remontait jamais. Et avant ça, il avait déjà assassiné ses deux fils. D'accord. Oui, parce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que les Français, quand ils arrivent, ils commencent un petit peu à cohabiter avec les Amérindiens, mais très tôt, ils se rendent compte de la force des Amérindiens qui ont des rapports et des liens très étroits avec les autres îles. Donc tout de suite, les Amérindiens vont créer des réseaux. Voilà, et ils vont devenir de fervents guerriers contre les Français. Et donc, ce qui se passe, c'est que très, très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Donc, il va falloir s'en débarrasser s'ils veulent occuper les îles, et notamment la Guadeloupe. Donc, d'où ces écrits qui sont relatés. Et donc, Jans... Donc, ce ne sera pas le chef des Amérindiens, mais des Kalinago. Voilà. Le doyen des Kalinago de l'île. Parce que Amérindiens, Kalinago, voilà, il y a une différence. Et donc, Karine, tu es porte-parole du collectif pour honorer Jans. Et donc, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Oui, voilà, on m'a dit il faut que tu t'abonnes et que tu ailles voir ce qui se passe sur le collectif. Donc, je voudrais que tu nous parles un peu du collectif avant qu'on continue. Voilà. Ce collectif, il regroupe 5 associations. L'association Toute Sauce, que je représente. Une association de Trois-Rivières que Carlo Manbassett et sa présidente Lydie Méry représentent. Il s'agit du Conseil patrimonial et mémoriel triverien, le CPMT. Il y a une association pointoise qui regroupe essentiellement des jeunes, c'est Ogé-Guada. Et il y a également l'association Kalinaguada qui représente les Kalinago de Guadeloupe. Et il y a l'association Tekinaguani aussi, qui est une association dont Stéphane Gadidia est la présidente et qui représente... ça c'est plus une branche sur la Guyane, voilà, que la branche dominicaise qui est représentée par Kalinaguada. Voilà. Donc, ce sont 5 associations qui ont décidé, autour d'une proposition que j'ai faite et que j'ai lancée tout simplement, c'était une réflexion très personnelle que je faisais sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement, nous étions en plein dans cette actualité de déboulonnage. Et un jour, en passant près de cette statue, qui m'interpellait déjà à un moment, je pense qu'elle m'a encore plus interpellée. Et donc, on a posé la question de savoir quelle était la légitimité de cette statue en ces lieux. Alors, à part le fait d'être de la propagande coloniale, il n'y a pas réellement de légitimité de la statue, parce qu'effectivement, et ce n'est pas seulement Carlo Mann qui le dit, parce que j'ai retrouvé des traces de cela dans d'autres documents. Christophe Colomb n'a pas débarqué à Sainte-Marie, et cette statue n'est pas là du tout pour pouvoir représenter son débarquement à Sainte-Marie, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Cette statue, c'est juste un symbole colonial qui a été posé au début du 19e siècle par un gouverneur
Et je pense que c'est une façon d'asseoir un petit peu aussi sa domination sur une société. Voilà. Tout à fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont beaucoup, le pouvoir politique a beaucoup utilisé les Amérindiens pour les ancrer sur le territoire. Il était plus facile de parler de cet ancêtre amérindien qui n'est plus présent que de parler de l'Africain comme ancêtre pour la Guadeloupe. Donc l'Amérindien était instrumentalisé, c'est pour ça que très tôt, il y a eu des représentations ou des discours liés et des expositions aussi autour des Amérindiens. Et la statue, en fait partie parce qu'elle était censée représenter colons qui arrivent et qui croisent des populations, des Amérindiens. Okay. Donc voilà, parce que c'est par rapport à la plaque et ce qui avait été prévu, effectivement, c'était colons qui croisent des Amérindiens. Donc on parle quand même de ces populations qui étaient là. Voilà. Et alors, la question à 1000 euros, non, à 100 000 euros. Oui. Est-ce que Christophe Colomb est arrivé à Sainte-Marie? C'est ce qu'on pose comme question. Alors, je vous mets au défi de trouver un texte qui le dit. Qui l'écrit même. Qui écrit. Alors, nous, en archéologie et par rapport au texte, on a des suppositions. Ça, c'est des suppositions. Ce sont des suppositions, mais sincèrement... nous sommes quasiment sûrs qu'il n'est pas arrivé là. Mais il est quand même arrivé quelque part en Guadeloupe. Pas loin. Pas loin. Mais pas là. Mais pas à Sainte-Marie, pas à Cap-Esther. Donc les mères, ne vous battez plus. Alors justement... c'est clair. Alors justement... En tout cas, même quand il est arrivé sur Cap-Esther, il y a eu un débarquement. Et c'était pas lui qui avait débarqué. Non, il faisait partie de l'expédition Colomb. C'est son capitaine Ojeda qui a débarqué. Sur ce site de l'embouchure de la rivière du Grand Carbet, qu'on a proposé d'ailleurs justement, ça a été une de notre premières actions physiques sur le terrain avec le collectif Ensemble pour honorer Yance. Excusez-moi, je suis désolée. Mais en même temps, la proposition mérite d'être poursuivie, enfin d'être discutée, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement. Donc, d'un point de vue, nous, historique et archéologique, on ne peut pas. Donc, ce sont de fortes suppositions. Nous avons de fortes présomptions. Il y a 2 sites entre Trois-Rivières et Petit-Bourg qui seraient deux possibles lieux. Donc, aujourd'hui, dire qu'on va plus vers Trois-Rivières serait pas falsifier l'histoire, mais s'avancer parce que nous, on n'a pas de preuves, ni historique ni archéologique. Donc voilà, ce sont des débats en cours, ce sont des débats qu'on doit avoir, mais effectivement, il n'est pas arrivé là, et la statue, à la limite, n'a plus de sens, en fait, à cet endroit-là, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, Trois-Rivières est une forte probabilité, mais n'est pas le consensus accepté par les scientifiques. Voilà. Mais justement, oui, alors on le sait, de toutes les façons, l'histoire, c'est de la recherche, voilà, donc plusieurs personnes arrivent avec différentes opinions sur la question par rapport aux écrits, par rapport à ce qui a été trouvé sur le terrain. Mais c'est vrai quand même que le spécialiste que nous on a vu, Carlo Mann-Bassett, nous a paru assez convaincu et nous a même montré un certain nombre de documents qui laisseraient plutôt penser que ça serait ça. D'accord. Voilà. Alors justement, les projets du collectif Ensemble pour honorer Yance. Alors en fait, nous, notre but, c'est vraiment d'informer la population. Alors on est entré en contact, bien sûr, avec la mairie de Cap-Esther-Bello. Les gens pourront suivre tout ça sur le groupe, parce qu'on a vraiment mis tout ce qu'on faisait. D'ailleurs, on s'est engagé dès le départ à vraiment filmer tout ce qu'on faisait, à le mettre pour que, dans la transparence la plus totale, pour que les gens ils aient de l'information. Donc c'est vrai que dans le courrier dans lequel, et ça, je vais répondre, voilà, parce que j'y tiens, voilà, à certains commentaires qui ont été faits, on pose la question de la place de cette statue et qu'est-ce qu'elle fait là. Voilà. Donc certains habitants de Sainte-Marie, notamment un monsieur qui dit qu'il est d'ascendance Kalinago, malheureusement il n'a pas laissé son nom, alors j'espère vraiment qu'il va entendre cette émission. J'ai senti qu'il était un petit peu angoissé à l'idée que peut-être nous arrivions comme des déboulonneurs, voilà, qui voulaient absolument casser, enlever des choses. Notre démarche, elle est avant tout pédagogique. C'est vrai que j'ai la conviction intime que cette statue ne devrait pas être là. J'aurais aimé qu'elle soit plutôt remplacée par un symbole qui représente cette communauté, parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de symboles de cette communauté dans notre espace mémoriel, ou en tout cas on ne les voit pas.
Tout à fait. Il faut aller aux Roches Gravées pour les voir, ou bien il faut aller sur la plage du Moule qu'ils ont aménagée pour les voir. On les rend mais au musée sur la route comme ça, ou au musée, mais il faut se déplacer pour les voir. Tandis que notre question, c'était vraiment la place qu'on leur accorde dans notre espace mémoriel public. Maintenant, je tiens à rassurer les habitants de Sainte-Marie et de Capesterre de manière générale. Je ne suis pas une déboulonneuse violente. Par contre, c'est vrai que j'ai de la suite dans les idées. J'ai engagé une discussion avec la mairie et j'espère que nous pourrons la poursuivre. Ils nous ont proposé un comité de pilotage parce qu'eux, ils avaient un projet qui vise à maintenir la statue, mais aussi, ils nous ont parlé d'un hommage aux Caraïbes inconnus. Alors, je dois dire, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'idée du Caraïbe inconnu. Parce que le peu de recherche que j'ai fait en 3 mois m'a permis déjà de trouver un nom. C'est ça. Il y avait un doyen qui habitait là quand les premiers colons français sont arrivés. Et il s'appelait Taracaporcou. D'ailleurs, on retrouve ce qui veut dire borne aveugle. Et d'ailleurs, on retrouve l'appellation Pointe du Borne dans des textes jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà. Donc, il y avait un nom. C'était pas un Caraïbe inconnu. Alors, j'ai cru comprendre que ce Caraïbe inconnu, en fait, c'est un hommage à un Caraïbe qui aurait été aperçu par Ojeda quand il est descendu du côté du Grand Carbet. Le village avait été abandonné par les gens parce que quand ils ont vu les bateaux, ils sont allés se cacher. Et en fait, Ojeda a aperçu un petit enfant qui était là. Et du coup, en 1992, à Capesterre, et ça, je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes le sachent, il y a une stèle au Caraïbe inconnu qui a été érigée, initiative de Alain Yakou et de Jacques Adélaïde Merland. Très intéressant. Il y a même eu un congrès dans lequel on a parlé de la rencontre des deux mondes. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ce terme de rencontre non plus. Moi, je parlerais plutôt de choc. Voilà, mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Mais c'est vraiment là pour pouvoir répondre à ta question. Voilà, nous envisageons de faire un maximum de rencontres pédagogiques sur le territoire de Capesterre pour pouvoir expliquer un petit peu à tout le monde ce qui s'est passé. Il y a eu quand même des bombardements quand Colomb est arrivé en Guadeloupe. Ça n'a pas été une visite de courtoisie, gentille et tout. Il est quand même descendu, il a quand même bombardé des gens, il a quand même tué des gens, il a quand même volé des vivres. Il s'est quand même ravitaillé et ça, il le raconte dans son journal de bord. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi il s'attribuait ces méfaits. Voilà. Donc je pense que ça, on peut quand même avoir un consensus là-dessus. Et donc on souhaite vraiment informer les gens pour pouvoir initier une réflexion déjà sur cette statue. Parce que je n'ai pas l'impression que jusqu'à présent, elle était vraiment remise en cause. Sa place a été vraiment remise en cause dans l'espace mémoriel guadeloupéen. Voilà. Alors ce sera une question qui sera aussi mot de la fin. Mais bon, quand on parle de Yance et qu'on parle de ça, on parle de l'occupation française. Mais donc on se base sur les Français, alors qu'il y a eu quand même une période de 150 ans entre colons et l'arrivée des Français. Donc ce qui peut être discuté. Caraïbes inconnus aussi peut être discuté parce que ça peut représenter tous les Amérindiens qui ont été exterminés aussi avant. Donc en fait tout ça pour dire que le collectif va permettre en fait et va peut-être faciliter l'ouverture du débat. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait ces associations, il faut le rappeler, le collectif est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui veulent participer peuvent venir. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que les gens s'intéressent à cette histoire passée. Vous savez très bien que pour moi, ça me tient à cœur. Donc, si le débat est lancé, donc si vous avez des questions, voilà, allez-y et on est preneur de toute information. Voilà. Et surtout, venez sur le groupe Ensemble pour honorer Yance sur Facebook. Là, vous aurez vraiment tout un tas d'informations qu'on ne peut pas vous livrer en 10 minutes. Merci Katharina et Karine pour ce point. Donc on est arrivé sur la fin du ZCL, donc on va te retrouver dans un mois. Dans un mois, voilà. Chronique mensuelle. C'est mensuel. Mais avant de clôturer le ZCL News, quand même une brève. Quand même l'annonce de la disparition d'une dame et que la famille souhaite justement votre appréciation, qu'on puisse la retrouver. Donc Madame Griffard-Antoinette, les techniciens, Zébris, Madame Griffard-Antoinette, ce serait possible de la voir? Donc justement pour que vous puissiez, si jamais vous la rencontrez cette dame, appelez au 06 90 53 09 05.
ou la police. C'est la brève. C'est la brève. D'accord, donc c'est cette petite dame que la famille est assez inquiète, elle a disparu. Donc elle s'appelle Griffard-Antoinette. Donc si vous la rencontrez, si vous la voyez sur la route, soit vous appelez la police ou soit vous faites le 06 90 53 09 05. La famille sera effectivement très heureux que vous puissiez les aider parce que c'est une grande inquiétude pour eux. Donc on est arrivé au terme de cette émission. Donc les invités qui ont ponctué ce ZCL de ce vendredi 27, c'est bien entendu en première partie la chronique Glo en toute sauce avec Ismar Oguena et Jacques Davila pour Glo en toute sauce sur le syndicat unique de l'eau. En deuxième partie, Mathilde Sénécius, responsable du travail de la CAF Guadeloupe, vous invite justement à la contacter pour pouvoir participer aux ateliers qui auront lieu cet après-midi jusqu'à 17h. Dominique Vénéré, chronique Afro-Musique, nous a parlé de Ray Charles. Et bien entendu, en troisième partie, sur la trace d'Anna Karuna avec Katharina, nous avons parlé du collectif Comment honorer Jans. Ensemble pour honorer Jans. Et bien entendu, les titres de l'information, c'était bien entendu le point Covid avec Michel Depape, suivi de l'interview de l'UNSASIAC suite à la réunion de l'eau. Et bien entendu, si vous avez le lancement de collecte de banque alimentaire, vous savez, on est dans des situations, surtout dans une crise sanitaire, toute aide serait le bienvenu. On remercie Zébris et Jordan pour la réalisation de ce ZCL. On vous dit bon week-end et on vous dit à lundi pour un prochain ZCL, toujours de 12h30 à 14h. Allez, au revoir.